Frantz Fanon. Ibrahim Frantz Fanon est né le 20 juillet 1925 à Fort-de-France, en Martinique. C'était un psychiatre, philosophe, écrivain et révolutionnaire français. Il est l'un des fondateurs du courant tiers-mondiste. Durant toute sa vie, il s'est battu contre le racisme et le colonialisme, notamment auprès de l'Algérie. Il finit par adopter la nationalité algérienne et meurt aux États-Unis en 1961. Il fut enterré en Algérie. Parmi ses œuvres, nous retrouvons Peau noire, masque blanc, Les damnés de la terre et l'envers de la révolution algérienne. Ce dernier roman sera le sujet de cette présente vidéo. L'auteur entame son roman par une petite introduction qui expose le statut d'un colonisateur qui proclame l'Algérie française et celui d'un colonisé soumis à l'oppression coloniale mais qui ne cesse de croire en l'Algérie de demain, libre et indépendante. Le roman est réparti en 5 chapitres. Le premier expose le sujet de la tenue vestimentaire algérienne, qui est le voile dont se drape la femme arabe. L'auteur souligne qu'il n'est pas davantage tenu compte de la femme kabyle, qui, en dehors des grandes villes, n'utilise jamais le voile. Depuis les années 1930-1935, le colonisateur français a essayé tous ses moyens pour dévoiler la femme algérienne. Alors, l'administration française s'est investie pour la convertir et la gagner. Après un long combat psychologique porté sur le voile, certaines femmes se libèrent de leur haïk traditionnel. C'est ainsi que vient la décision d'engager la femme dans la révolution. Très rapidement, l'Algérienne dévoilée réussit à se fondre dans la société européenne quand elle accomplissait ses missions de messagère, porteuse d'armes, etc. Le deuxième chapitre traite précisément des nouvelles attitudes adoptées par le peuple algérien dans sa lutte et des moyens entrepris par le colonialisme français pour enraciner sa culture dans les 4 coins de l'Algérie à l'aide du poste radio. D'abord, les Algériens ont rejeté la présence de l'instrument TSF dans leur foyer, mais à partir d'une certaine période, les stations arabes ont fait leur apparition et le peuple algérien ressentit la nécessité d'augmenter son réseau d'information. En 1956, une grande mutation vis-à-vis de l'instrument survint en Algérie pour permettre à cette dernière de vivre quotidiennement avec la révolution à travers l'émission La Voix de l'Algérie. La radio, qui était le moyen fort de l'occupant, devient un moyen de lutte servant la cause algérienne. Dans le 3e chapitre, l'auteur aborde les grandes mutations de la famille algérienne au cours de la guerre de libération. Tout d'abord, il est question des changements subis à la relation entre le fils et le père. Le jeune Algérien qui n'osait pas discuter les décisions du père se retrouve obligé de défendre sa position vis-à-vis de la lutte. Ainsi, la vieille assurance paternelle s'écroule définitivement. En ce qui concerne la relation entre la fille et le père, nous retrouvons une jeune fille délaissée au profit du frère. Elle apprend de la bouche de sa mère les valeurs de la société féminine algérienne. La jeune fille évite de paraître devant son père et a honte de son corps. Un grand bouleversement dû à la guerre de libération donne naissance à une femme qui développe sa personnalité et qui cesse d'être silencieuse. Aujourd'hui, la fille s'assoit en face de son père et lui parle de ses exploits au maquis. Quant à la relation entre les frères, la famille algérienne considère que le frère aîné est le successeur désigné du père et toute la famille le respecte. L'attitude du frère puiné avec son grand frère s'identifie presque à celle du fils avec son père. Durant la guerre, la vieille relation subit une détérioration radicale et le grand frère n'a plus obligatoirement raison. Nous retrouvons la situation de couple qui a subi aussi des modifications à l'occasion de la guerre de libération. Et la femme devient la collègue de son mari dans les Jebel. En courant ensemble les mêmes dangers, le couple algérien s'est considérablement renforcé. Le mariage en Algérie est décidé généralement par les familles, mais pendant la révolution algérienne, des relations se nouèrent entre ces jeunes Algériens, ce qui a fait que les hommes vont directement demander la main de leur bien-aimé auprès des responsables du FLN, sans la présence du père. En ce qui concerne le divorce, les deux conjoints s'expliquent et le mari est obligé de justifier les raisons de son choix.
Dans le 4e chapitre, Frantz Fanon parle de la médecine coloniale et sa relation avec l'autochtone. Ce dernier rejetait la présence du médecin européen et suivait rarement ses prescriptions médicales. Pour lui, accepter l'action médicale en Algérie, c'est s'avouer une défaite. Le médecin européen adopte l'attitude de son groupe en face de la lutte de libération. Ainsi, il dénonce les Algériens aux blessures suspectes et dissimule les résultats autopsiques d'Algériens torturés. Autrefois, même le médecin du peuple dominé est considéré comme un médecin européanisé. Plus tard, le peuple délaisse ses idéologies et cherche à comprendre les explications des frères médecins et infirmiers. Dans le 5e chapitre, l'auteur s'est intéressé à la minorité européenne d'Algérie. Cette minorité est constituée d'Européens et d'Européennes, de Juifs et de colons d'Algérie. Ces derniers ont servi la cause algérienne par conviction. Toute cette mobilisation vers l'Algérie leur a coûté très cher. Ils étaient arrêtés, emprisonnés et torturés. Pour conclure son ouvrage, Frantz Fanon expose 2 témoignages de la minorité européenne en Algérie. Celui de Charles Géromini, ancien interne de l'hôpital psychiatrique de Sainte-Anne à Paris, et celui de Yvon Bresson, officier de police à Saint-Arnaud, Constantine.